Bonsoir tout le monde, on va parler aujourd'hui du passage de Bernard Serin lors du Graouli Mag du 21 mai. On va discuter de tous les points qui ont été abordés durant son passage. Je suis avec Grenat Forever pour qu'on puisse un peu en discuter. Salut Grenat Forever. Salut Thomas, bonjour, bonsoir amis messins. Donc par rapport à la structure de cette vidéo là, on va reprendre un peu la structure qu'avait choisi l'émission. Donc la vidéo là elle se structurera en 3 parties. Une première partie sur le bilan de la saison 2018-2019. Ensuite le point sur les infrastructures qui sont actuellement en construction ou en voie de construction. Et enfin, troisième point, c'est sur le mercato, puisqu'on a appris quand même pas mal de choses durant ces, tu m'as dit 54 minutes de vidéo, c'est ça? C'est ça. 54 minutes de vidéo donc. Et on va commencer tout de suite par le premier point qui est donc le bilan de cette saison-là vu par donc le président du FC Metz, Bernard Serin. T'en as pensé quoi toi sur son analyse de cette saison? Bah, je trouve qu'elle a été assez... elle est dans la lignée de ce que pensent un peu tous les observateurs du monde du football, c'est-à-dire qu'il a dit que, entre guillemets, on avait fait un cavalier seul sur l'ensemble de la saison, que forcément ça peut-être un peu frustrant la façon de jouer du FC Metz par instant, mais c'était la méthode de Frédéric Antonetti et que ça fonctionnait, donc voilà. Bah après attention, quand il dit la méthode, il dit le fait que... Il disait que... Vas-y, il disait qu'en fait lui, son ressenti c'était que les supporters, quand les matchs étaient à Saint-Symphorien, se disaient frustrés du jeu proposé. Et lui, j'ai noté cette phrase-là, il a dit être patient, c'est être frustrant. Ouais, parce que ce qui veut dire par là, et pour compléter tes propos, c'est le fait que au bout d'un certain moment, les adversaires du FC Metz, à part de rares occasions, défendaient assez bas contre le FC Metz, ce qui fait que tu as tendance à vouloir faire un jeu beaucoup plus de possession et essayer de trouver des décages avec des changements de côté de la possession, ce qui fait qu'effectivement c'est un peu frustrant. Lui l'a dit. C'est ça, et ce qui fait que ça peut créer de la frustration chez les supporters quand tu bloques quand t'es sur un bloc en fait et que t'arrives pas à trouver la solution pour percer ce bloc, quoi. C'est ce qu'il a dit que c'était l'esprit de Frédéric Antonetti d'avoir un esprit de possession de balle un peu à la manière d'une équipe de handball qui va faire le tour, plutôt que de lancer des grands entre guillemets scuds devant et d'aller au deuxième ballon, ce qui n'était pas du tout la philosophie de Frédéric Antonetti, c'est ce qu'il a bien dit au début de la vidéo, quoi. Après, intéressant quand même, c'est il dit ça, mais on se souvient de ce que disait Frédéric Antonetti quand il arrivait, où il parlait de vouloir jouer très très haut. Au final, Metz n'a pas été une équipe qui a vraiment joué très très haut au final. Quand tu regardes un peu le bilan de cette saison. Non, pas spécialement haut, mais on avait quand même tout le temps au moins la possession de balle, même si c'est pas relatif dans le football d'aujourd'hui, mais ouais, c'est ça, c'est qu'en plus il parle beaucoup de possession, de balle, ça m'a un peu surpris, j'ai dit c'est ça. Bah après on l'avait souvent à domicile, mais quand on avait notre bloc bas, c'est qu'en fait on arrive tellement à se projeter rapidement en fait en phase offensive. C'est ça qui a fait mal à nos adversaires, c'est cette faculté à se projeter rapidement en phase de contre-attaque, en phase de transition en fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va rajouter d'autant plus par rapport à ça? Alors il a parlé de la façon de jouer. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a parlé de notre façon de jouer l'année prochaine. Bah oui, il a parlé quand il a parlé de la façon, il parle aussi du fait que c'est lié à la continuité avec le projet sur 3 ans avec Frédéric Antonetti. C'est ça, parce qu'il disait que du coup il y aurait certainement tous les matchs à l'extérieur et peut-être les gros matchs à domicile contre les grosses équipes, où il a dit il faudra qu'on apprenne à jouer, je cite, un autre football. Donc il faudra sans la possession, donc il faudra savoir amener d'autres armes à notre arc pour pouvoir parer à toutes les situations. Ça il l'a redit au moins 2 fois, ce mot-là. Ouais, c'est vrai qu'il est conscient que tu as dominé ce championnat d'une certaine façon et que cette façon tu pourras pas la refaire l'année prochaine parce que l'année prochaine tu as des équipes qui
aussi bien collectivement mais aussi techniquement, sont peut-être plus fortes que toi, et donc tu peux pas non plus tout te permettre comme tu as pu le faire cette saison. C'est ça. Il y a aussi un autre point intéressant que j'ai remarqué, c'est par rapport à l'affluence, puisque ça rejoint un peu, on avait déjà un peu parlé de ça, l'aspect affluence, parce qu'il y avait certaines personnes intervenant durant cette émission qui parlaient de l'affluence un peu plus moindre par rapport aux années précédentes, 11 000 de moyenne sur la saison. Deuxième affluence de Ligue de Com, mais quand même 11 000 de moyenne, c'est assez faible par rapport à certaines années, et c'est qu'il a donné un peu son analyse par rapport aux raisons de pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Là, c'est l'une des rares fois de l'émission où j'ai pas été spécialement d'accord avec lui. Bah en tout cas, c'est pas pour moi. Enfin, je pense que c'est pas assez complet en fait. Voilà, parce que lui, sa raison principale, c'est le fait d'avoir joué les lundis soirs. Et attends. Il y a pas que ça. Excuse-moi, il y a pas que ça. Il y a le fait de jouer le lundi soir, mais pénalisé par les horaires des matchs. Oui, par les horaires des matchs, mais il parle aussi d'un point que tu avais, je crois, déjà évoqué dans une précédente vidéo, ou peut-être c'est moi qui l'avais dit, je crois, par rapport au fait que le yo-yo que tu peux faire. Il l'a dit aussi, voilà. C'est problématique parce que forcément ça crée moins d'engouement, et c'est pas le même engouement qu'à l'époque où on était en national et qu'on avait fait la montée nationale Ligue 2 Ligue 1, un peu comme ce qu'a entre guillemets connu Brest, dans le sens où Brest pendant très longtemps, ça fait très longtemps qu'ils sont plus en Ligue 1, ça faisait 5-6 ans, et que de voir qu'ils sont aux avant-postes, ça crée plus c'est exactement le parallèle qu'il a fait. C'est ça. En parlant de l'affluence qu'on avait sous Albert Cartier, parce qu'il disait qu'on était remonté de national, et que là, en fait, les gens, à force de faire le yo-yo, entre guillemets, ça. Mais voilà, mais il est quand même revenu sur le fait qu'on jouait, et au final, on n'a pas joué si souvent que ça le lundi soir à Saint-Stéphane, donc c'est là que je me suis dit... Alors attention, il y a aussi le fait qu'il y ait des matchs le samedi 14h durant les plateaux, par exemple. Parce qu'après, la raison se tient, comme il dit, il y en a beaucoup du secteur rouillé... Longwy, il y a des kilomètres à faire quand c'est à 20h45 le lundi soir, que les gamins ont école le lendemain. Même pour les abonnés, ça donne pas forcément envie de se déplacer, surtout pendant la phase hivernale. Non, ouais, mais après, je peux l'entendre. Il a pas dit aussi, mais les conditions, que ce soit météo, froid, tout ça, ça joue également aussi, quoi. Pas seulement que les horaires. Encore une fois, il donne un peu une raison. Bon, après, je sais pas si c'est... Peut-être que c'est pas lui qui gère spécifiquement la billetterie, donc peut-être qu'il connaît pas toutes les raisons, parce que je pense que les gens qui gèrent la billetterie connaissent davantage toutes les raisons de pourquoi est-ce que ça va pas, parce que je pense que il cherche quand même à savoir pourquoi il y a moins de monde qui viennent. Lui, il a un peu, voilà, on lui a donné 2-3 infos et il essaye un peu d'aiguiller un peu notre comment dire nos yeux vers les problèmes, et essayer de voir si on peut apporter des solutions. Après, je voulais juste revenir sur le bilan de la saison, parce que j'avais noté par rapport au recrutement qui avait été fait l'année dernière. Bien sûr, vas-y. Ce que j'ai retenu là-dessus, c'est qu'il a dit qu'il avait recruté des joueurs, qu'il a souvent cité dans cette émission des joueurs qui disait en post-formation. Oui, il a souvent dit ça, effectivement. Ce passage, quand il dit que des joueurs comme Fofana et Angman notamment ont été recrutés par Frédéric Antonetti comme étant des joueurs de post-formation à développer pour la Ligue 2 dans un avenir de Ligue 1 pour qu'ils soient automatiquement prêts pour la Ligue 1. C'est ça, c'est-à-dire il a très bien dit, t'as raison, c'est que au final cette saison de Ligue 2 là doit servir à leur donner cette vraie expérience qui leur serait utile en Ligue 1, puisqu'il le dit très très bien, aussi bien Maga, mais surtout quelqu'un comme Fofana. Alors Fofana pas forcément vrai, dans le sens où il a quand même fait une saison pleine en Turquie la saison d'avant. Par contre, Angban était quelqu'un qui était souvent effectivement prêté, ce qui fait que lui est peut-être plus en post-formation que quelqu'un comme Fofana par exemple. Donc ça veut dire que dès le mois de juin, ils avaient déjà une vision sur le long terme, ils se projetaient déjà vers une hypothétique Ligue 1 à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est un point important parce qu'on en reviendra sur l'aspect mercato, puisque c'est un peu lié par rapport à ça. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour sur le bilan. On peut passer au... Non, t'as encore autre chose ? Il y avait une dernière chose. Ah, vas-y, bien sûr. Vas-y. C'est par rapport à la politique tarifaire, comme parlait des personnes. Il a dit qu'à partir de l'année prochaine, il avait adapté, lui, une politique tarifaire selon les besoins
et les envies de chaque personne. Alors, si tu veux, on peut peut-être parler de ça sur l'aspect infrastructure parce que c'est lié, parce que c'est lié à un point sur la rénovation du stade et je pense qu'on peut, tu vois, genre faire tout un truc sur le stade. Ça marche. Comme ça, voilà, comme ça, on va pas parler du stade et après reparler du stade parce qu'il y a eu des informations également sur le stade. Comme ça, on peut directement passer à la partie numéro 2 sur les infrastructures. Alors là, il y a 2 points qu'on va développer sur ça, enfin qui a été développé par Bernard Serin lors du Graoli Mag. Le premier point, c'est par rapport aux infrastructures de ce qui est le futur centre d'entraînement à Frascati. Donc, il disait que la pelouse avait déjà été plantée. Oui, d'ailleurs, il y a des photos qu'on circulé d'ailleurs. Et que normalement, le terrain devrait être prêt pour accueillir les pros. Et donc, du coup, maintenant, on sait la date de reprise. L'entraînement reprendra le 27 juin. Ouais. Donc, les Grenats ont 1 mois de vacances devant eux. Donc, tout doit être prêt pour le 27 juin. C'est ça. Et d'ailleurs, chose assez intéressante qu'on a eu, enfin dont on a eu la confiance, enfin on n'a pas eu vraiment la confirmation, mais on a en tout cas eu quand même un aveu de oui, c'était le cas. C'est par rapport à l'une des histoires qu'on avait entendues la saison dernière lors du mercato estival par rapport à un joueur qui était approché par le FC Metz, à savoir c'est ça, Sam Larsson. Suédois dont on avait beaucoup parlé en disant ouais ça pourrait être un superbe atout et qui au final n'avait pas signé au FC Metz mais avait signé à Feyenoord et il y avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs. On savait pas vraiment s'il était venu, visiter ou pas. Et là il nous confirme Bernard Serin que Sven Larsson est venu tout seul. Déjà c'est bizarre déjà. Et qu'il aurait appelé son agent Il a appelé son agent en partant et au final ils n'ont plus jamais eu de contact. Bah c'est que oui, et en plus ce que sous-entend Bernard Serin, c'est que les installations auraient un peu refroidi le joueur. Alors après attention, il dit ça, encore une fois c'est peut-être pas forcément une vérité, hein. Peut-être qu'il dit ça parce qu'il a trouvé une raison de donner à sa non-venue, hein, encore une fois. Mais c'était des rumeurs qui étaient déjà évoquées l'année dernière. Donc, et c'est ce qu'il a dit pour les futurs mercatos dans les années à venir, c'est qu'il disait que des garçons expérimentés, eux, c'est un critère très important, les infrastructures chez des joueurs expérimentés. Bien sûr, parce que forcément, si tu as des bonnes conditions pour te préparer tout ça, forcément, bah ouais, c'est un atout indéniable, aussi bien pour les joueurs qui peuvent potentiellement venir au FC Metz, mais aussi pour les joueurs qui sont actuellement au FC Metz et qui par exemple réfléchissent à tout ce qui concerne une prolongation de contrat, par exemple. Donc effectivement, ça joue. Deuxième point par rapport aux infrastructures, c'est par rapport aux... là, on en a parlé pendant quand même... Il en a parlé pendant au moins une bonne dizaine de minutes en donnant des sacrées infos. Alors, on avait eu, pour préciser, on a vu, je crois que c'était 2 jours avant le passage de l'émission, un extrait qui avait été donné par le Graoli Mag qui parlait justement de l'évolution du projet. On a eu d'autres informations. Ouais, on était au courant, mais on a eu des informations complémentaires. Et donc, c'est assez intéressant, c'est quand même ce qu'on a appris sur le stade. Sachant que, alors, pour résumer en gros, si on est assez concis, le projet a évolué. C'est plus seulement une tribune, la nouvelle tribune sud qui va être mise en place. Plus seulement ça. Projet qui était à la base assumé par le FC Metz, les collectivités locales territoriales. Le Bernard Serin a fait évoluer ce projet-là vers également une rénovation un peu plus en profondeur du stade. Donc on est passé de 32 millions d'euros à environ 65 millions. C'est ça, environ 65 millions d'euros de budget pour un stade qui serait aux environs de 30 000 places avec qui est les normes de l'UEFA d'après ce que Bernard. C'est ça. Donc potentiellement on anticipe pourquoi pas si jamais une compétition future est organisée en France, hein. Voilà. C'est ça. Et donc ce qui fait aussi que donc il y aura des espaces réceptifs un peu plus améliorés parce qu'aujourd'hui c'est à l'extérieur, je crois que c'est vers la tribune ouest, enfin c'est un peu plus c'est pas très chic quoi pour des personnes qui paient assez cher pour assister à des réceptions lors des matchs. C'est ça. Et il a dit que le stade fonctionnerait tous les jours parce c'est ça. En plus il nous dit qu'il y aura un espace de coworking. C'est ça. Alors il y aurait des gens un auditorium,
En gros, rénovation du parking. ouais, en gros, c'est ce que j'avais dit. Je crois que j'avais fait un tweet dessus pendant qu'il y avait eu les premiers bruits qui avaient circulé. C'est aujourd'hui, Bernard Serin ne voit plus seulement ça Saint-Symphorien comme un stade de foot, mais il le voit comme bien plus que ça. Aujourd'hui, un stade de foot, un peu comme l'a envisagé Jean-Michel Aulas à Lyon, ça doit être un lieu où tu vas également accueillir des entreprises pour des séminaires. L'espace de coworking, c'est ouais. L'espace de coworking pour faire venir voilà des professionnels, c'est vraiment se dire on a un magnifique espace un magnifique bâtiment qu'est le stade. Exploitons-le pas seulement pour du foot, mais aussi pour d'autres activités qui vont permettre d'accroître les revenus et surtout de diversifier les revenus du club, puisque le stade appartient au club aujourd'hui. Et il a également donné des dates assez intéressantes. Alors moi j'ai noté, tu me dis si je me trompe, 2020-2021, la tribune est terminée. Pas durant la saison en tout cas, durant la saison. Ouais. 2022 et les angles devraient être terminés. Alors attention, pas les angles terminés. Ce qu'on dit, c'est les grosses œuvres des angles seront terminées. C'est-à-dire que la structure des angles sera mise en place durant cette saison-là. L'aménagement intérieur des angles, pour ce qui va être, à mon avis, enfin selon moi, tout ce qui est l'auditorium, le coworking, ce sera durant la saison 2021-2022. C'est la date qu'il a dit, ça. Ouais. C'est ça. Et l'enveloppe qui va entourer le stade pour vraiment donner l'impression d'un bâtiment homogène vu de l'extérieur sera mise en place dès la fin des aménagements intérieurs des angles. C'est ça. Donc en tout cas, je pense qu'on est assez content quand même de voir cela. Toi aussi, je présume. Ben, c'est clair. Donc en fait, c'est un projet qui va durer entre 1 et 3 ans. Dans 3 ans, normalement, ouais. le nouveau stade fonctionnel devrait voir le jour. C'est ça. Projet qui sera présenté en détail à la presse, j'ai noté lundi prochain. C'est ça, ouais. Voilà. C'est ça. Donc on en saura un peu plus de... C'est ça. Notamment peut-être sur l'engagement sur la deuxième partie du projet, puisqu'au final, on a dit c'est de 32 millions à 65 millions que le projet a évolué. Ce qui fait que les 30 millions sont peut-être des emprunts bancaires, peut-être que ça sera dit là, ou est-ce que les collectivités locales et territoriales ont apporté un plus. Non, ça il a dit non. Ça. Oui, peu de chance que ce soit ça, effectivement, peut-être que ce soit juste un emprunt bancaire et que voilà. C'est ça. Donc ça c'est un deuxième point, et on va pouvoir attaquer le point croustillant, le troisième, sur le mercato. Sur le mercato. Ah, et je voulais... Ah non, bon, j'en parlerai. Bah vas-y, tu me dire, vas-y. Ah, tu voulais parler excuse-moi, tu voulais parler de la grille tarifaire. Ouais, de la politique tarifaire. C'est ça, puisque on parlait du stade, donc ça vaut le coup effectivement d'en parler. Vas-y, tu peux... Justement, quand on disait qu'il voulait faire de Saint-Symphorien plus qu'un stade de foot, oui. Qui disait que la politique tarifaire, elle a été, je cite, conforme pour chaque catégorie sociale. On peut avoir supporters, famille, enfants. C'est ça. C'est-à-dire qu'il veut que chacun se sente bien selon son, comme il disait. Excuse-moi, les familles et les enfants. Vas-y. Il disait pour les familles et les enfants, ce n'est pas ils ne vont pas voir seulement un match de foot, c'est ici pour eux un divertissement et un loisir. Donc ils ont besoin de confort, d'où le fait qu'il dit qu'on va rajouter des espaces de restauration, des trucs comme ça. Et ça j'ai bien aimé parce que ça veut dire qu'il prend en compte vraiment la globalité de ces personnes-là et pas seulement les supporters comme on a l'habitude d'entendre. Et ça m'a bien plu. Oui, effectivement, parce qu'au final, lui aujourd'hui, il comprend très bien que, et c'est un peu la logique qu'ont tous les clubs sportifs en France surtout, c'est tu ne peux pas aujourd'hui rentabiliser par exemple la billetterie qu'avec des supporters. Surtout en France, c'est assez compliqué. Tu es obligé aujourd'hui d'attirer également des familles et c'est vrai que c'est comme il a dit, c'est plus comme il y a 30 ans où tu fais juste venir des personnes assister à un match. Aujourd'hui, il faut que tu fasses des activités, à l'extérieur du stade, mettre des espaces de réception pour les familles, par exemple, un peu plus accueillantes. Donc forcément,
il y a quand même beaucoup de choses à faire dessus. Et la grille tarifaire, comme tu l'as dit, répond à plusieurs besoins parce qu'évidemment, toutes les personnes allant à Assassin's Creed 1 n'ont pas forcément les mêmes attentes par rapport au match auquel ils assistent. Voilà. Et j'ai bien aimé pour la petite comparaison. Il a dit que les gens, du coup, devaient arrêter de se plaindre. Parce que du coup, ça fait pour certaines tribunes des matchs à 5 €, c'est ce qu'il a dit. Ouais, mais bon, après, on va pas entrer dans le détail, mais c'est vrai que les matchs à 5 €, c'est oui, mais ça dépend que partie de tribune. C'est cet exemple assez rigolo de. C'était plus cher pour un quai d'Ange Bouzonville. Ouais, voilà, il disait que c'était 5 €, c'est un quai, quai d'Ange Bouzonville. La petite anecdote. Petite touche d'humour de la vidéo de Nana. C'est ça. Mais bon, voilà. On sait que c'est plus compliqué que ça, ça. Dans la réalité. Dernier point, on peut aborder le mercato. Mercato à plusieurs niveaux. Mercato au niveau des joueurs, mais aussi les questions par rapport à l'entraîneur. On va commencer par l'entraîneur, effectivement. Annoncé plusieurs jours, il y a déjà plusieurs jours que Frédéric Antonetti resterait au FC Metz, qu'il serait dans un rôle de manager, comme ça, manager général pour qu'il puisse travailler à distance. Par conséquent, Vincent Ognon et Jean-Marie De Zerbi restent les adjoints et vont être au quotidien auprès du groupe. Un troisième adjoint va être recruté pour permettre justement de s'occuper de ce qui concerne les fameux joueurs post-formation, pour justement mieux les habituer à l'exigence, et ça va être le cas par rapport à la Ligue 1. C'est ce qu'il expliquait en début de la vidéo, au début de saison, quand il a dit que Frédéric Antonetti avait émis le souhait d'avoir un adjoint en plus, parce qu'il sentait qu'il était pas dépassé, mais qu'il avait du mal du coup avec Jean-Marie De Zerbi de s'occuper de ces jeunes en période de post-formation, un peu plus dans le détail, quoi. Oui, parce qu'ils ont besoin de plus d'entraînement individuel, et tu peux difficilement assurer ces entraînements individuels-là avec un adjoint qui se chargerait de ces entraînements-là, et entre guillemets, Frédéric Antonetti qui serait le seul à devoir assurer les entraînements collectifs. Donc, mais c'est bizarre d'ailleurs que ce problème-là ait été posé que aujourd'hui, en 2018, quand il arrivait donc, et que cette question ne s'est pas posée avant. Mais c'est ça. Comme quoi, tu vois qu'au final, son arrivée a quand même fait bouger pas mal de choses. Parce que les années précédentes, on n'était pas on n'était pas dans cette vision-là, en fait. Bien sûr. Donc c'est assez intéressant. Et surtout, analogie que j'ai trouvé intéressante, c'est on garde Frédéric Antonetti parce que on ne veut pas partir à l'aventure. J'ai adoré la phrase qu'il dit après. Oui. Ouais, on n'est pas parti on veut pas partir à l'aventure. On est parti sur un projet de 3 ans avec Frédéric Antonetti. Si on change d'entraîneur du jour au lendemain, on part sur un nouveau projet, donc sur beaucoup d'incertitudes, ce qui fait que entre partir vers de l'incertitude et un peu l'aventure, et ce qui sera un risque, ou rester sur Frédéric Antonetti, le projet qu'il a été apporté même à distance, compte tenu notamment de la deuxième partie de saison qui a été assez bonne pour le FC Metz, il a pris entre guillemets le choix qui, avec les faits devant lui paraissait le plus évident, à savoir garder Frédéric Antonetti. D'où cette petite phrase: je ne change pas de cheval au milieu du gué. Oui, du nanar dans le texte. Du nanar dans le texte. Après, il a aussi fait allusion au train. C'est vrai que, comme il dit, c'est un train qui est parti en l'été 2018 et il le voit sur 3 ans. Après, là où il y a un point qui a été soulevé par les intervenants lors de ce Graoli Mag, c'est le fait que tu vas avoir des nouveaux joueurs qui vont arriver, et ces nouveaux joueurs-là, il faut les imprégner de la philosophie de jeu que tu veux mettre en place. Frédéric Antonetti ne sera pas là, ce sera donc aux adjoints de le faire. Vont-ils le faire aussi bien que l'a fait Frédéric Antonetti lors de l'été 2018? Gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Je voulais juste revenir par rapport du coup, parce que ça concerne Frédéric Antonetti et les infrastructures. Oui. C'est que Bernard Serin nous a dit que pour les terrains d'entraînement, il y aurait un perchoir d'installer avec une caméra, ce qui permettra à Frédéric Antonetti chaque soir en fait de voir les contenus de la séance d'entraînement de ses adjoints.
C'est Donc ça. là, il pourra avoir un œil directement sur ce qui a été fait à l'entraînement. Exactement. Et ça, C'est important. ouais, et ça répond, enfin, et ça, comment dire, ça accompagne les propos de Bernard Serin sur le fait que, comment dire, que Frédéric Antonetti est constamment connecté avec son staff, y compris les jours de match. C'est ça. Pour qu'il puisse justement parler, voilà, des mises en place tactiques, des choix du 11. Voilà, il dit qu'il est, il parle du fait qu'il fait un gros travail en backstage et que, enfin, en arrière-plan, je veux dire, pour ceux qui ne comprennent pas trop backstage. Et ce qui fait que, voilà, il est toujours connecté avec son staff, donc il est au courant de ce qui se passe. Donc il n'est pas là physiquement, mais il a un gros travail derrière qui fait qu'il est quand même en contact avec le groupe, tout simplement. C'est ça. Voilà, et on va parler d'un dernier point sur ces questions de mercato et autres, c'est par rapport aux joueurs. On a appris pas mal d'informations. On peut commencer tout d'abord par rapport aux histoires de prolongation. Je parle pas, quand je dis prolongation, je parle pas des options d'achat. Ça, on va terminer par ça notamment. Mais d'abord au niveau des prolongations. Donc si tu peux un peu nous résumer ce qui a été annoncé au niveau des prolongations. Bon, après il a juste annoncé en aparté que ce qu'on avait su les 2-3 derniers jours, que Emmanuel Rivière, Ivan Baliou et Jonathan Rivierez ne seront plus messins. C'est ça. Donc il ne prolonge pas. Voilà, il ne prolonge pas. Et il est venu au vif du sujet, la question que beaucoup de supporters se posent ces derniers jours, c'est quid du cas Payet. C'est ça. La question qu'il avait posée a été en premier. Et donc lui, il a dit qu'une proposition avait été faite à Payet. C'est ça. Et qu'il était en phase de réflexion. C'est-à-dire qu'il avait ni donné une réponse positive, ni une réponse négative. Donc il est dans l'attente, et il a bien dit aussi qu'il se préparait à toute éventualité, que si Opa en fait refusait, ils allaient se bouger assez vite pour lui trouver un remplaçant. Bah, en réalité, il se bouge déjà actuellement. C'est-à-dire qu'il planche déjà sur une solution B si jamais la solution A, qui est de faire signer Opa, ne se réalise pas. Voilà. Et le cas pour Paul Delcroix est similaire. C'est pareil, il a eu une offre de prolongation de contrat. Il est aussi en phase de réflexion. C'est ça. Donc pour ces deux joueurs-là, ils sont en phase de réflexion. Donc je pense que ça devrait se décanter assez rapidement d'un sens comme dans l'autre. Tout à fait. Donc on attend. Par rapport à Farid Boulaya, donc il a été rappelé, ce qui avait déjà été annoncé il y a quelques jours, que Farid Boulaya avait prolongé avec le FC Metz, qu'au final il le disait, et nous on avait déjà parlé, de ça lors des flops, des top et flops sur la saison du FC Metz, sur la saison qui vient de se terminer. Le fait qu'il a enfin fait sa première saison pleine depuis Clermont. Parce qu'en Espagne c'était compliqué, que Metz comptait évidemment sur lui et qu'ils sont très contents de le compter dans l'effectif. Et ce qui fait qu'on va parler aussi par rapport aux joueurs en prêt, et on terminera comme ça par notamment le cas Angban Maïga sur les options d'achat. Les joueurs en prêt, il a également évoqué le cas de deux joueurs, puisqu'il parlait notamment de Vincent Thiel, qui était prêté à Pau. C'est ça. Content de sa saison. Content de sa saison, bah je dis enfin, tu prêtes enfin Vincent Thiel dans un club pour qu'il puisse se développer. Donc voilà, je pensais qu'il allait parler du cas Youssef Maziz, ça n'a pas été évoqué, donc je ne sais pas ce que ça va en être, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est ça. Donc pour Vincent Thiel, il nous dit que il sera là le 27 juin pour le début de la préparation. Oui. Et que s'il y a, je cite ces mots, des perspectives de temps de jeu, il restera messin. Et si il voit qu'il n'y a aucune perspective de temps de jeu pour Vincent Thiel, il y aura des discussions pour un potentiel transfert ou un prêt de Vincent Thiel dans un autre club, quoi. C'est ça, il faut juste voir si les progrès qu'il a réalisés à Pau font qu'il peut potentiellement être dans le groupe pour avoir du temps de jeu, même un peu plus faible ou pas, et en fonction de ce que va penser Frédéric Antonetti, si on voit que c'est très compliqué parce que il a besoin encore de progresser, on va évidemment envisager de le prêter, pourquoi pas en Ligue 2, pour qu'il puisse monter un peu le niveau de difficulté auquel il a affaire et ainsi progresser davantage. Donc je pense qu'il devra faire ses preuves parce qu'on va pas attendre le 31 août évidemment pour une décision. Je pense qu'il aura minimum, je dirais, jusque mi-juillet pour faire ses preuves avec 2-3 matchs de préparation dans les papates, et puis après il prend déjà une décision à ce moment-là de savoir
Ils verront si dans le cas-là, il peut avoir Vincent Hill potentiellement une place dans le groupe. C'est ça. On verra bien. Et puis deuxième joueur qui était en prêt, qui a été évoqué, là je vais le dire très rapidement, Geronimo Poblete, qui était prêté donc en Argentine la saison dernière et qui, selon le président Serein, va revenir dans le groupe bientôt. Ce qui se passe, c'est que le championnat argentin se termine vachement tard, ce qui fait que au niveau préparation, c'est toujours un peu délicat les préparations d'avant-saison, puisque comme le championnat se termine tard, ça a une influence sur la préparation, mais en tout cas, il va revenir avec le groupe. Il a évoqué des discussions potentielles, notamment avec des clubs mexicains. Donc, stand-by complet pour ce joueur-là, qui sera dans le groupe, mais qui peut éventuellement être vendu. En tout cas, on sent qu'il n'y a peut-être pas un avenir assez lointain comme on pourrait l'avoir avec Vincent Hill. C'est ça. Et enfin, on va terminer, comme ça on aura fait le tour, sur les joueurs en prêt comme Angban et Maïga. Information qui est assez importante, c'est que si j'ai bien compris, à la base, les deux joueurs avaient des options d'achat obligatoires. Attention. Non. Attends. Pourquoi je vais expliquer. Les deux joueurs avaient des options d'achat obligatoires conditionnées au nombre de matchs qu'ils faisaais. Ce qui est peut-être pas le cas pour Angban. Par contre, c'était confirmé sur le cas Maïga. C'est l'inverse. Non, si, je vais expliquer. Ce qui se passe, c'est que donc Angban, il y avait une option d'achat qui était obligatoire sur lui. Encore une fois, il le dit pas si elle était obligatoire de base quand ils ont signé le contrat avec, qu'ils ont signé l'accord avec Chelsea, et que donc dans tous les cas, même s'il ait fait 0 match, il aurait pas pu. On aurait été obligé de l'acheter, je veux dire. Par contre, il a dit que dans le cas, donc au final, Angban a été acheté définitivement par le SMS. Par contre, il a dit que dans le cas Maïga, l'option d'achat était non obligatoire, car, et je cite, il n'y a pas eu un remplissement des quotas de match obligatoires un remplissement des quotas de match pour la rendre obligatoire. C'est ça. Mais, et c'est là où faut comprendre, comme elle n'est pas obligatoire, mais elle était quand même présente, le FCMS a décidé de l'exercer. Et oui. Donc on parlait pas. Donc ce qui confirme une chose intéressante, c'est que c'était pas juste un prêt sans option d'achat, c'était un prêt avec option d'achat non obligatoire. Elle aurait été obligatoire s'il avait fait un nombre de matchs conséquent. À mon avis, ça va être une question genre de 30 matchs. Mais évidemment, il les a pas fait puisqu'il était blessé en début de saison. Mais malgré cela, le FCMS, comme ils ont comme une option d'achat sur lui, a décidé de la lever. Il faut mettre, à mon avis, d'accord sur des questions un peu de sous, peut-être sur les délais de paiement, comment ça va se passer. Mais en tout cas, les deux seront messins la saison prochaine. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, dernier point, tout petit point, c'est par rapport au futur arrivé. Et là, je vais te laisser terminer sur... Tout petit point, mais je pense que c'est un point qu'on développera dans des prochaines vidéos ultérieures. Dans une prochaine vidéo sur le Mercato qu'on va certainement faire 2-3 jours avant l'ouverture du Mercato. Comme ça, peut-être qu'on aura plus d'informations sur des arrivées. Mais pas toutes, mais au moins on se rapproche du début du Mercato. Parce que Bernard Serin nous a quand même lâché de grosses infos, je trouve, à mon sens. Ouais, donc si tu peux un peu les résumer rapidement. Donc il nous a dit qu'il y avait 2 dossiers qui étaient très avancés. Oui. Pour 2 joueurs, il n'a pas précisé le poste ni le championnat. Et que ces 2 arrivées seraient effectives sous 8 à 10 jours. C'est ça. Donc dans 8 à 10 jours, on se revoit pour une vidéo. Sous 8 à 10 jours, on se voit pour une vidéo. Je suis personnellement très curieux de savoir quel poste et quels joueurs vont arriver, parce qu'il n'y a aucune rumeur qui se dégage. On va dire, on peut vraiment... Je pense que c'est un travail mené déjà en sous-marin, et c'est pas plus mal. C'est ça. Et enfin, il parlait de aussi... il disait aussi qu'il y avait 2-3 autres dossiers qui était compliqué du fait que ces joueurs-là, ces 2-3-là, n'étaient pas sûrs d'être en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine. Donc, ça sous-entend qu'on va peut-être aller chercher 2-3 joueurs des équipes qui sont en train de se battre pour le maintien. C'est ça. Donc là... Guingamp, Dijon, Caen, faites-vous vos propres... idées sur les joueurs. Vos propres idées. Donc, et ces joueurs-là,
leur arrivée serait effective au plus tard au 15 juin, il a dit. C'est ça, donc un mercato Donc, qui... dans 3 semaines. C'est ça, donc un mercato qui, dans le cas envisagé par Bernard Serin, sera assez rapidement mené, même s'il n'exclut pas, si jamais il y a une bonne opportunité de dernière minute, de l'utiliser et d'engranger une nouvelle arrivée. Parce que vous faites le calcul, ça fait 2 à 3 plus les 2 du 8 ou 10 juin, ça fait les 5 que Philippe Gaillot avait annoncé, comme quoi il y aurait eu 4 à 5 arrivées en plus, ces retouches qu'il disait pour améliorer l'effectif. C'est beaucoup, mais à la fois c'est pas vraiment beaucoup quand tu vois, Jack, t'as déjà 3 départs dans ton effectif qui sont déjà en... C'est ça. C'est ça. Donc c'est assez intéressant de voir que... C'est pour ça que je pense que déjà dans ces 2 joueurs qui vont arriver dans 8 à 10 jours, ça me paraîtrait totalement logique. C'est ça. Mais on vous tiendra au courant, on fera des vidéos sur les joueurs qui seront annoncés d'ici là, comme ça on va faire un peu les espions, on va enfin voir leur... On va les voir. J'aimerais bien vous citer quelques noms qui sont ressortis, mais on n'a aucun nom, donc on peut même pas vous donner des petites pistes ou... Bah on a nos idées, mais on a nos idées, mais on va les garder pour plus tard, et on vous tiendra au courant évidemment. On va vous laisser sur ces informations-là, enfin plutôt ce décryptage, pas vraiment des informations, c'est du décryptage. Pour ceux qui veulent voir une vidéo un peu plus longue, vous pouvez voir directement l'interview en entier, elle dure à peu près, donc on a dit 54 minutes. Mais en tout cas, nous on a fini là. On vous dit tout simplement à la prochaine. N'oubliez pas le petit bouton abonné et le petit like pour nous aider pour l'évolution de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et tout simplement, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.